Alors, que dire de Bertrand? Bertrand, il est confronté à une désillusion. À une désillusion parce que bien que on le présente comme un érudit dans les méthodes modernes de communication, bien qu'en plus il soit marié à une spécialiste de la communication numérique, il est confronté finalement à se rendre compte de son impréparation technique et mentale. Alors, ça ne correspond pas à un syndrome psychiatrique, je m'étais promis de ne pas utiliser de jargon médical. Il est confronté à un effet Maginot ou à un effet Trafalgar. Je vais m'expliquer. 2 fois, l'armée française s'est trouvée mal face aux Allemands quand elle avait beaucoup investi sur la ligne Maginot et que finalement l'ennemi venait d'ailleurs, et à Trafalgar face aux Anglais. Eh bien, les outils qu'il avait ne lui ont pas été d'un grand recours et c'est même pire finalement que s'il partait de rien parce que finalement, tout ce savoir, tout ce qui faisait finalement chez ce jeune adulte, chez ce jeune professionnel, quelque chose qui était pour lui presque une valeur ajoutée. Il se disait que c'était son couteau suisse. Eh bien, comme un couteau suisse, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de couper du saucisson avec un couteau suisse, vous n'y arrivez pas. On vous promet que ça servira à quelque chose et finalement, ça n'est pas bien utile. Donc, ce fossé entre l'idéal et la réalité, ça se décrit diversement comme un processus psychique, mais en tout cas, il tombe de haut. Et ça va être, en plus de toute cette addition de travail qu'il va avoir, en tant que personne ressource, en tant qu'enseignant avec ses missions habituelles, en devant apprivoiser les nouveaux outils techniques, en devant former les autres, eh bien, en plus, il va devoir se remettre de cette prise de conscience sur lui-même. Ce qui a un effet finalement sur autrui, sur son identité de professionnel, parce que mon identité, c'est la façon dont je me vois, la façon dont je veux être vu, la façon dont je crois être vu et la façon dont je suis réellement vu. Et finalement, c'est un fiasco qu'il subit. Je suis beaucoup confronté à cette situation-là, plus qu'à celle d'Albert en téléconsultation parmi les personnes qui souffrent, alors notamment par des enseignants à l'étranger qui pourtant sont plus que leurs confrères et leurs consoeurs de l'Hexagone préparés aux impondérables, aux situations nouvelles, à la gestion de la diversité. Mais quand on croyait que la clé à molette allait fonctionner sur tous les types d'écrous et que finalement, ça n'est pas le bon, l'épreuve est d'autant plus douloureuse. Et pour décrire l'expérience psychique et les rémédiations, on y viendra tout à l'heure. La petite Chloé, elle est avant tout un enfant avec un fonctionnement enfantin. Elle n'est pas scolarisée pour des apprentissages, mais encore pour son développement, parce qu'elle est en petite enfance. Donc, dans la petite enfance, on n'est pas conscient que les apprentissages sont là pour acquérir des compétences, etc. On est donc tributaire, et là aussi le déterminisme y est, des choix que font pour nous les adultes et de là où on est tombé. Et elle est confrontée à quoi? À un changement de statut. Alors un changement de statut en tant que petite fille, en tant que fille de ses parents, en tant qu'élève. Son changement de statut, il est en plus visible matériellement dans la mesure où le cadre physique de son enseignement n'est plus le même. Virginie Duré décrivait la tension qui existait chez les parents, qui avaient justement cette addition de travail, ces adaptations, qui avaient subi, comme tout le monde, cette peur pour eux-mêmes, diversement ressentie, diversement exprimée. Donc, face à des adultes en plein questionnement, avec des attitudes qui ne sont pas exprimées. Or, on parle beaucoup plus à ces enfants, surtout en petite enfance, avec des non-dits, avec des implicites, qu'avec des choses expliquées. Donc, les comportements, les cris. Virginie Duré décrivait le fait qu'elle avait subi donc une attitude un petit peu répressive des parents. Et dans la situation de Chloé, ce changement de statut, ce changement d'environnement scolaire et familial, ce changement de rythme, le corps a ses raisons. Et c'est aussi valable pour les adultes. Moins d'activité physique. Il n'y a plus le trajet, il n'y a plus le rituel habituel. Il n'y a peut-être plus la dépense énergétique habituelle qui est utile. Le décor, l'exposition, ça on ne le sait pas, mais l'exposition
à l'air de l'extérieur, la luminosité de l'extérieur. Eh bien, tout ça joue sur le corps, le psychisme, et on sait que le psychisme joue sur le corps et le corps sur le psychisme. Donc, soudain, elle subit des privations. Également, dans le fait de ne plus pouvoir échanger avec ses copains et ses copines, elle est à l'âge où les objectifs de l'école ne sont pas que les apprentissages disciplinaires scolaires, mais aussi la préparation à sa vie de personne, sa vie de future citoyenne. Ses habiletés sociales sont à développer à l'école et c'est ressenti comme un besoin, même si ça n'est pas nommé. Il y a des craintes. Elle sait qu'on a un ennemi extérieur qui est apparu soudainement, qui menace l'humanité, qui s'appelle Covid-19 et qu'il faut avoir une certaine discipline contraignante et qu'il y a des obligations. Madame de Nice, elle est surtout sujette à du surmenage. À du surmenage pour les raisons précédemment dites, pour les 2 adultes des 2 premiers cas cliniques et pour les parents de la petite Chloé. Elle aussi, le foyer subit les conséquences de ces additions de travail et de ces stress au sens médical du terme, fatigue du corps, fatigue psychique, avec une réduction des performances, atteinte de l'estime de soi, inévitablement, et puis les mécanismes affectifs qui peuvent être des moteurs pour être plus performants au travail, eh bien là, non seulement ne sont pas absents, mais au contraire sont freinateurs. Il est décrit chez elle donc un petit peu d'hétéroagressivité, de panique. Familièrement, on le dit, pédaler dans la choucroute, c'est l'image du moteur qui fait du bruit et beaucoup de fumée et qui ne produit pas. Et ben, ce moteur, c'est son cerveau, c'est aussi son corps. L'image est très évocatrice avec cette mimique qui exprime une insécurité. Elle est une personne ressource, elle est une professionnelle, mais elle est une maman, elle est une épouse. On a essentiellement une problématique de gestion des priorités. C'est vrai qu'au niveau de ses priorités personnelles, habituellement, elle fait du sport, elle s'occupe d'elle, ce qui d'ailleurs est très utile pour le reste, parce qu'en faisant du sport, on est plus performant au travail, on est plus agréable pour ses proches. Donc, ces priorités personnelles sont peut-être négligées parce que la personne encline à être performante se dit, et elle n'a pas tort, qu'on est obligé d'être négligent quelque part pour être performant ailleurs. Et finalement, elle est obligée de se priver de certaines priorités qui lui étaient personnelles. Mais également, et là c'est malgré elle, au niveau familial, dans les échanges affectueux qui sont importants. Là, on s'aperçoit que les tensions dans la famille sont comparables à celles du foyer de la petite Chloé. Au niveau des interactions sociales, on la sent agressive malgré elle parce qu'en souffrance. Et au niveau professionnel, elle n'est pas efficace. Essentiellement pour une raison de fatigue, pour une raison d'organisation, et parce que les fonctions cognitives, les fonctions mnésiques, de mémorisation, celles surtout qui permettent de relativiser, de mettre en balance, sont tributaires de l'état émotionnel de l'individu. Et puis, au niveau matériel, les priorités semblent être mal gérées. On est bien d'accord que tous ces secteurs de priorité, tels qu'ils sont décrits dans certaines théories, essentiellement dans une des branches de la psychologie du travail, qui est la psychodynamique du travail, qui se propose donc d'identifier les facteurs optimisants et ceux qui sont freinateurs, et de rechercher une amélioration de la performance en management, en performance professionnelle, en gestion du temps, en ambiance dans les équipes. Voilà, j'ai choisi cet exemple-là, cette référence-là, mais il y en avait beaucoup d'autres. L'impact affectif, alors pour ma part, c'est en tant que médecin que je suis consulté sur des cas pareils. L'estime de soi est très affectée. Alors, dans son identité féminine, il y a beaucoup de travaux en psychologie du travail, mais pas seulement, dans d'autres champs de la psychologie, sur la féminité sociale et sur le genre,
dans la psychologie, le genre dans la santé au travail. Et on sent que cette dame, alors on parlait tout à l'heure de l'importance du corps, elle subit, comme toutes les dames, les fluctuations hormonales qui jouent sur l'humeur. Sa descendance subit le fait qu'elle ne soit pas agréable et probablement son époux. Au niveau professionnel, je ne pense pas qu'elle soit très agréable avec ses collègues si on a la même symptomatologie. Et au niveau des interactions sociales, finalement, eh bien, elle a fait le choix, dans son cas, d'en faire abstraction. Et ça n'est pas là pour améliorer justement cette symptomatologie. Ça n'est pas symptomatique d'une pathologie psychique. Ça sera, on va dire, un trait de caractère, un environnement qui a fait ça, qui a concouru à rassembler des circonstances pour en arriver à cet état. Et ça peut même être utile pour une réorganisation au sein de la maisonnée, au sein du couple, dans la gestion de sa vie de maman et de ses priorités.